Et mesdames, messieurs, bel bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue en ce dimanche, ici sur Canal et ici dans la matinale à partir du 21 boulevard des Martyrs. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin dans un Bonjour d'Algérie Week-end, vendredi, samedi et dimanche. On se retrouve pour 90 minutes, durant lesquelles, que va-t-il se passer? Ce matin, c'est Fethi Benachnou, comme tous les vendredis, il est avec nous ce matin, il va parler de l'usage abusif des médicaments. Forcément, on y revient aujourd'hui, prévention, excès, médicaments, pas bon pour la santé, pourquoi exactement? Vous en saurez un peu plus avec lui. Et on enchaînera juste après avec la même thématique, avec un thème qui pourrait vous plaire. On va parler d'une conférence sur la médecine digitale et l'intelligence artificielle. On en est où de ce côté-là, alors que certains pays ont beaucoup avancé dans ce dossier et dans ce créneau-là? L'Algérie, on en est où sur l'intelligence artificielle, sur la médecine digitale, son développement? Que peut-elle apporter pour l'homme? Peut-elle un jour remplacer, oui ou non, un vrai médecin? On connaît déjà la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en parle ce matin avec Fadela Madassi, Christine Devalande et Nour Zarhouni. L'une est chef gynécologue au CHU de Babloued, l'autre est chef de service anatomopathologie. Voilà, anatomopathologie plutôt, pardon, excusez-moi. Elle est donc chef de service à l'hôpital Nord-Franche-Comté et Nour Zarhouni est organisatrice de cette conférence sur la médecine digitale et l'intelligence artificielle. Kenza Char, elle sera là, elle aussi, pour célébrer une journée. Ce sera pour demain, en réalité, la journée internationale des zones humides. Mais avec elle, aujourd'hui, on reviendra sur le bon comportement des randonneurs. C'est beau de se balader, c'est beau de marcher, c'est beau de découvrir la nature, c'est beau d'y passer une nuit, deux nuits, trois nuits, d'y camper même. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu comment se comporter, surtout quand on est en pleine nature. Ben, on en parle avec elle et avec Karim Tejani, spécialiste en écologie et en écosystème. Et puis on finira tout à l'heure avec Nabila Lossif, chargée de la communication au Cirque Amar. Elle sera avec Steve Tony, directeur du cirque, et Isabelle Gillier, elle est sous-directrice du cirque. On va parler du Cirque Amar qui est de retour le 12 février prochain avec un spectacle pour enfants. Bienvenue à vous tous, bienvenue dans la matinale, bienvenue sur Canal. Sans plus tarder, c'est la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Voilà, et la météo du jour, c'est avec vous, Fred Chir. Fred, bonjour. Bonjour à vous Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Eh bien aujourd'hui le temps sera de plus en plus nuageux. Météo Algérie prévoit le retour des averses de pluie par l'ouest. Nous aurons aussi des vents assez forts, des vents atteignant parfois les 50 km/h, des vents généralement d'ouest à sud-ouest. Donc au programme, les nuages seront assez denses à l'ouest. Le temps donc sera passagèrement nuageux avec des averses de pluie à partir de l'après-midi à l'intérieur. Les vents seront assez marqués aussi à l'intérieur ouest. Vers le centre, les passages nuageux vont se déplacer au fil des heures vers le centre. Ils donneront quelques faibles pluies en deuxième partie de nuit. À l'est, le ciel sera voilé, devenant à nouveau aussi couvert en fin de nuit. Sur la partie sud, on notera des passages nuageux plus nombreux au sud-ouest, au Nord-Sahara, et ces nuages seront sans conséquence. Ailleurs, le temps sera dégagé. Les températures prévues pour cet après-midi, on attend 20 degrés à Alger, à Annabas, Kikda. Il fera 18 degrés à Oran, 17 pour Tlemcen, Tiaret, 19 à Albeed, la wilaya de Chlef, 21 degrés à Béchar, un minimum de 12 degrés à Betna, 19 à Galma sur la partie sud, 25 à Béchar, Gardaya, 28 à Hassim Saoud, 29 à Elizi, Adrar, Ain Salah, Tindouf, 22 Taman Rasset, Janet et le maximum 30 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin au continent européen. Eh bien aujourd'hui en Europe, le temps restera gris, la couverture nuageuse couvrira pratiquement tout le continent et les nuages seront plus denses à Paris, à Bordeaux, Marseille, Madrid, mais plutôt des pluies sous forme d'orage sont prévues aussi à Lisbonne, à Rome aussi, à Berne. À noter aussi de la neige à Berne, côté température 2 degrés à Copenhague, 3 Berlin,
Prague, 2 à Varsovie, 6 à Budapest, 7 à Bucarest, 15 degrés à Athènes sous un temps dégagé et c'est le maximum aujourd'hui en Europe, 13 à Marseille, 7 à Paris, 11 à Bordeaux, 4 Londres, Dublin et enfin 13 à Lisbonne sous un temps variable. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h11. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteo.dz. Merci pour votre attention et à tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et vous l'aurez compris, c'est le retour des pluies. Ça arrive par l'ouest et puis ça va toucher le centre et l'est du pays. Retour des pluies à partir d'aujourd'hui. En même temps, c'est tant mieux en ce 1er février. Tout à l'heure, midi, pour le prochain point météo. Merci Fadel Cher. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec Dr Ben Achnou. L'usage abusif des médicaments, c'est pas bon pour la santé et pourquoi? Réponse avec lui. Mais ce sera juste après cette petite pause avec Amel Zen. Un peu de musique.
فيها غريب يا أحبابي وين نتوما وينهم أحبابنا جيراننا اللي كانوا وين ولاد الحومة حتى ما نبانوا وينهم أحبابنا جيراننا اللي كانوا وين ولاد الحومة حتى هما ما بانوا دوقة شيخ دوقة. Vous avez déjà chanté, vous? Comment? Vous avez déjà chanté? Oui, j'étais jeune dans un groupe comme tous les jeunes. Il y avait une petite initiation culturelle. Théâtre, chanson. Je chantais une chanson de Hadi Rjab. C'est là que ça devient intéressant, ça. C'est quand ils te disent qu'ils chantaient à l'époque. Alors, j'ouvre la parenthèse, vous l'aurez compris, hein, c'était pas Melzen, c'était Goussem qui chantait ce vieux classique d'ailleurs. Vous chantiez quoi à l'époque? Hadi Rjab, vous connaissez? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un œil rouge? Ouais, j'ai un œil rouge. Rel khair. Docteur, il faut que je vous avoue des trucs. Non, non, un œil Attendez, rouge. attendez. Si au moins c'était deux yeux rouges, ça je comprendrais. Ouais, non, docteur, il faut que je vous avoue un truc. C'est quand même difficile pour moi de te le dire aujourd'hui. Tu peux mettre la caméra sur moi, s'il te plaît? Alors, docteur, c'est que j'ai un problème. Je me douche le matin. Voilà mon problème. C'est que c'est ça, ouais, docteur. C'est quand tu... Mais c'est un émi-problème. Non, je vous jure, c'est le matin en me réveillant, ce qui est... Bon, alors, n'attendez pas le jour où je viendrai sans yeux rouges, pas. Mais ça... t'es sérieuse, toi? C'est carrément... Non, c'est vrai, c'est cet œil-là, j'avoue. Je vais vous dire, je fais quelques petites allergies. Ouais, et j'ai l'impression que c'est un style ou autre qui est à l'intérieur, mais c'est pas le cas. J'ai été voir un ophtalmologue et c'est le matin quand je me douche, ça finit comme ça. Soit les deux des fois, soit un et des fois pas du tout. Et ça me donne une mine un peu étrange, oui, docteur, c'est pas... Mais après, c'est pas plus grave que ça. Merci d'avoir alerté ma mère et l'ensemble des gens qui nous regardent sur l'état de mon œil. Alors, mais c'est vrai que c'est l'œil avec lequel je vous regarde. Voilà. C'est ça qui, donc, on ne peut pas l'éviter. Donc, à partir du prochain plateau, on se met tous à gauche. On se met tous de l'autre côté. Alors, du coup, docteur Benachou, aujourd'hui, vous avez décidé... Non, attendez. Ouvre la parenthèse. Vous chantiez quoi quand vous étiez jeune? Je reviens à ça parce que vous m'avez coupé la parole ou vous m'avez désorienté vers autre chose. Réorienté vers autre chose. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez Hadi Rjab, que je salue. Non? Oui, voilà. Chanter. Pour ça. Hadi Rjab qui chantait. Allez-y. Pas là, mais je... Si, un petit truc. Mahlak ya bladi, anti bladi la ninsak. Mais ça, c'était dans le feu des premières années de l'indépendance. Je crois que ce serait intéressant de reprendre ces... C'est quoi? C'était pas l'artiste le plus jeune de la troupe du FLN? Oui, c'était le plus jeune. Très bonne culture, c'est bon. C'était le plus jeune, il était dans l'équipe culturelle en Tunisie. C'était le plus jeune. Oui. Dans la... Mais faites-nous un air. Ouais, mais là, mahlak ya bladi la... Allez-y, j'ai senti que vous alliez... Mais avec le rythme. Ouais, mais je peux pas répéter ça comme ça. Non, mais juste faites-nous un petit... je pourrais vous chanter un petit air comme ça. Là, mahlak ya bladi la nsak, j'ai pas le tempo en tête. Ça, c'est important. Ah, ça vous a pas marqué, vous, hein? Ah, ça vous a pas marqué? Si, c'est un souvenir. Ah, je suis désolé, hein. C'était... Les souvenirs ne se bousculent pas. C'était un hommage approximatif à ce grand artiste. Voilà. Vous connaissez la chanson, vous dites voilà. Ah, non, mais vous vous rapprochez du... Voilà. Mais je connais, bien sûr. Ah, très bien. C'est normal. J'ai baigné dans les archives de la radio nationale. Ah. Docteur Benachnou, vous avez décidé de parler aujourd'hui de l'usage abusif des médicaments. Alors, vous faites un coup de projecteur sur la molécule, pas la marque. Très bien. La molécule que vous avez choisie aujourd'hui, c'est le... Paracétamol. Bon, il y a une marque qui porte ce nom-là, mais vous avez 36 000 paracétamol dans toutes les marques. Là, c'est important ce que vous venez de dire. Premièrement, Bladi Manensahaj. Pourquoi? Parce qu'elle m'a permis de me former et d'être médecin en Algérie par des Algériens. Vous voyez le lien? Il y a une chose qu'il faudrait développer dans notre pays, surtout au niveau de l'information médicale que l'on dédie et que l'on dirige vers la population, c'est, on parle du médicament, mais il est temps
justement d'éduquer et d'informer la population ce que c'est qu'un médicament. Quand vous prenez une boîte, hélas, je ne peux pas en ramener une boîte de médicaments, parce que ça ferait de la publicité. Une boîte de médicaments, vous avez un grand nom qui est écrit en lettres majuscules, claires, avec un petit R vers la fin. Un petit cercle et un petit R. Mais juste en dessous, avec le petit R, ça, c'est le nom commercial. Il se différencie de la molécule. Juste en bas du nom commercial, vous avez écrit en petites lettres, en italique, le nom de la molécule. C'est ce qu'on appelle la DCI. C'est la dénomination commune internationale, DCI. C'est le nom de ce médicament, de cette molécule à travers le monde entier. Or, on a laissé ça de côté et on évoque que le nom du médicament. Quand on parle de paracétamol, après je dirais les effets du paracétamol. Quand on parle du paracétamol, et c'est pas ça ce qu'on prononce quand on va chez le pharmacien de la part des citoyens, tout le monde vous propose et parle et évoque le nom commercial. Où est le danger? Je l'ai connu. Oui. La même molécule de paracétamol, puisqu'elle a deux noms différents, un malade est venu me dire « je prends un comprimé de telle marque et un comprimé de telle autre marque ». Ah, il pense que le mélange lui fait du bien? Mais c'est la même molécule, vous allez doubler la dose. Je vous pose juste la question. Oui, il pense que ça lui fait du bien. Il pense que ça lui fait du bien, par absence d'information et par absence d'éducation sanitaire. Or là, il va pratiquement, et je l'ai vécu, il va pratiquement doubler la dose. Au lieu de prendre un comprimé à 500, il va en prendre un à 1000. Croyant que ce sont deux médicaments qui vont avoir des effets complètement différents. Hadi wahda. Deuxièmement, le paracétamol, certaines marques lui ajoutent, comme si c'était une potion magique, lui ajoutent soit de la vitamine C, soit de la codéine, soit de je ne sais quelle bidouche. Oui. Et là, ça ne sert à rien, parce que le paracétamol mélangé à de la vitamine C ou à de la codéine perd son effet. Ce n'est plus du paracétamol. Ah oui, c'est les labos qui ont développé ça. Oui, mais c'est la vision commerciale. Les labos, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas. Par contre, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils échappent aux autorités je ne suis pas une autorité. Ce qui m'importe, c'est que la population... Vous êtes un scientifique, vous m'excuserez. Mais moi, ce qui m'intéresse... Oui, mais attendez, docteur Benachou, on prend ses responsabilités ou on les prend pas. Vous êtes tout le temps dans votre démagogie et le jour où on arrive face à... Démagogie, hein, ah oui, je maintiens. Je maintiens, si vous voulez, on en parle après. Ok. Et on se bat pas, par contre. Je peux pas, docteur. Non, mais non, démagogie au sens, oui, je vais pas être sévère avec vous. Je veux dire, vous êtes souvent dans ce... Alors, je vais vous dire, donc vous êtes dans quoi vous êtes. Vous êtes souvent dans l'apologie du ministère de la Santé. Vous dites qu'ils ont fait de grandes choses dans un pays comme le nôtre. Non, l'apologie... la parenthèse, et je fais toujours l'équilibre en disant, quand on regarde l'état de nos hôpitaux, quand on regarde l'état de nos centres de santé, quand on regarde la situation de nos médecins et du corps médical dans sa globalité, parce qu'il n'y a pas que des médecins dans un hôpital ou dans un centre de santé, il y a quand même beaucoup à faire, et sincèrement, on devrait plus faire que parler de ce qu'on a fait. Maintenant, j'ouvre juste la parenthèse. Vous dites tout ça, et là je vous mets face à une responsabilité. Vous dites qu'il y a des médicaments aujourd'hui qui existent, qui sont vendus... Le paracétamol, la molécule. Ouais. Après, quelle que soit la marque... Il y a à peu près 20 marques sur le marché en Algérie. Ah, je peux vous les donner. C'est le même produit. Alors, vous dites, ce médicament qui est commercialisé, parce que c'est du commerce, hein, ouais. On va pas, oui. On achète du paracétamol comme j'achèterais la baguette de pain, hein, qu'on soit bien d'accord. Et vous le savez très bien. Vous dites que pour la plupart d'entre eux, surtout les nouveaux mélanges, mélangés à la vitamine C pour avoir plus d'énergie, à de la codéine, pour se calmer plus vite, à un certain nombre de choses, que ça annule l'effet. Donc en fin de compte, que c'est un médicament qui ne sert à rien. Et que font les autorités sanitaires à ce moment-là? Vous faites une confusion. Ah. C'est que un médicament... J'ai répété ce qu'il a dit. Hein, un médicament est pollué, il est inactivé, pour être plus précis, par le... Oui, deuxièmement, ce qui est important, c'est qu'on doit... Je ne fais l'apologie de personne.
Moi, je fais l'apologie des données scientifiques qui doivent être transmises à la population. Données Moi, scientifiques de qui? Comment? Données scientifiques de qui? Données scientifiques concernant les médicaments. D'accord, allez. Ça, c'est ce qu'on appelle la Oui. pharmacologie. Oui. La pharmacologie chez nous, elle est étouffée. Un médicament, vous parlez de un médicament, le médicament. On ne parle pas du médicament. Moi, je suis médecin, je ne parle pas en fonction de la facture du médicament. Moi, je parle en fonction de la mauvaise prescription du médicament. Et un médicament est prescrit. Le médecin, ça n'existe plus. Il existe ce qu'on appelle le prescripteur. Il doit être au courant de ces informations scientifiques et de, par exemple, les corticoïdes, par exemple, les anti-inflammatoires que l'on distribue à tort et à travers et à gogo, surtout à ce niveau-là. Et ce qui est important, c'est quand on parle d'un système national de santé, qu'est-ce que ça veut dire? Si je mets entre vos mains la meilleure voiture, la plus récente, et que le conducteur est complètement à côté, cette voiture va apparaître comme étant une vieille casserole. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de ces chroniques, c'est que quand on parle du médicament, je parle toujours en DCI. Pourquoi j'ai dit je ne pourrais pas pédagogiquement? C'est très important. Là, je ne ramène pas une boîte de médicaments pour... là. Tout de suite, on va dire il fait de la publicité pour telle marque ou telle marque. Et si vous dites si c'est telle marque ou telle marque qui nous contacte la semaine. Oui, là, non, mais moi ce que je parle, l'OMS Oui. a organisé une porte de sortie. Sur la boîte, c'est l'OMS, ça c'est l'organisation, sur la même boîte, il y a le nom de marque avec un petit R vers la fin qui veut dire registré de marque, c'est-à-dire que c'est une marque déposée. Mais l'OMS a dit, moi je m'en fous du côté commercial, c'est pas mon problème. Moi le problème c'est la santé, vous devez mettre sur la boîte la DCI. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est l'OMS qui le dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Il faut inscrire le nom en DCI et non pas en générique. Parce que la donnée informative, l'OMS ne veut plus parler de générique. Parce que ceux qui fabriquaient les marques se sont mis à fabriquer du générique. Donc ça n'a rien changé. Et ce qui est important, que ce soit en Algérie ou ailleurs, ce qui est important, c'est de signifier le nom d'un médicament en DCI et à faire apprendre aux gens. Je vais vous donner un cas. Il y a quelques années de ça, décennies, certains hujjaj partaient le hajj ou l'umra. Ils étaient diabétiques. Ils avaient le nom du médicament, le nom français, qui dépend du marché français. C'est ça. Et ils sont partis de hajj qui dépendent du marché anglo-américain. C'est les réalités du commerce. Ou asiatique, si vous le savez. Alors, ils partaient et ils disaient, donnez-moi ce médicament. Les gens disaient, non, on n'a pas ce médicament. Or, ce qu'il fallait faire apprendre aux hujjaj, c'était la DCI, la DCI. Dénomination commune internationale. Avant de partir, c'est tout à fait normal de parler du dossier, du passeport, des devises, tout ça, c'est logique. Mais en même temps, faire une petite préparation, une petite éducation. Et c'est ce que c'est très précis comme cas. Hein, Non, vous avez tout. Par exemple, les anti-inflammatoires. Je peux vous donner les noms qui sont sur le marché. Or, c'est très simple. Leur DCI, c'est le diclofenac. C'est très simple. Quoique je ne l'utilise pas souvent parce qu'il est trop utilisé. C'est mauvais pour la santé? C'est atroce pour la santé. Et ça fait des ravages actuellement, l'utilisation. Vous avez les corticoïdes. Alors, les corticoïdes, vous avez toute une palette. Or, les corticoïdes, c'est pas en fonction du nom que l'on donne, parce que la couleur... Il y en a qui vous disent la boîte jaune avec une raie bleue, ou... c'est normal. Mais il faut arriver en 2019 à faire évoluer, parce que le niveau des Algériens a évolué. Au lieu qu'ils aillent au niveau de Internet, il vaut mieux qu'ils soient, et j'espère que cette chronique est... Alors, mais juste j'ouvre la parenthèse. Vous dites quelque chose de très intéressant. Vous parlez, mais là, vous parlez plutôt du psycho enfin, de l'acte psychologique éducatif, en réalité. Non, psycho, sur le fait que vous disiez que certains partent à la pharmacie et disent donnez-moi la boîte blanche avec le trait jaune, avec l'écriture en italique, si vous le souhaitez. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on ressent la douleur, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai dit,
Je vous répète ce qui a été dit On, par... on retient un signe. Voilà, non, et on n'est plus, je vais vous dire, quand on souffre, on est plus attentif à tout ce qui nous entoure, à l'ensemble des éléments qui nous entourent. On voit est aux tout au aguets, ralenti. on est branché. Exactement. On est déjà, on ne souffre pas, mais on vit une hypersensibilité. Et quand vous êtes malade, et qu'on vous ramène un médicament, quelle que soit la forme du médicament, et on vous met 2 cachets, et puis d'un coup, vous êtes soulagé. Et c'est peut-être même pas le médicament, hein, c'est peut-être la douleur qui a laissé s'estomper avec la consommation d'un certain nombre de médicaments avant, 2 heures, 3 heures avant. Et puis ça s'arrête. Vous savez que dans l'inconscient, comme on était hypersensible à l'ensemble des éléments dans lesquels on baignait, que l'on vivait, c'est ce qui fait que le cerveau humain, quel que soit votre niveau d'instruction, et ça c'est expliqué par les scientifiques, vous irez chez le médecin, vous irez chez votre boulanger, vous irez, je voulais telle chose avec telle couleur, tel truc. Parce que ça vous renverra à un moment où vous avez ressenti plus ou moins du bien-être et la souffrance a baissé. Je vous dis ça parce que Ça a été, c'est pour ça que je me suis permis. Sinon, je n'aurais rien à dire. Ça a été étudié. C'est ce qu'on appelle la labilité émotionnelle. C'est en fonction de l'émotion du moment. La douleur est une émotion. L'habilité. Mais quelque temps après, parce qu'on suit, les médecins suivent les malades à longueur. En bout de champ, une fois calmé, vous dites, ce médicament, le nom d'ailleurs, ils disent le nom commercial, m'a bousillé, je ne veux plus le prendre, c'est dangereux. D'ailleurs, il y a même une publicité qui passe sur la télé algérienne, justement où on proposait un traitement, et par un quiproquo, la personne âgée et sa femme, qui est toujours âgée, elle dit « Ah non, je ne prends plus ce médicament, il m'a fait du mal et ça ne marche plus. » Ça, c'est pour faire penser le nouveau médicament. Mais il faut aller à l'essentiel des choses, c'est l'éducation sanitaire. Et je vais plus loin. C'est qu'il faut habituer les médecins, les former à prescrire en DCI et les pharmaciens également. Même le générique, on est en train de s'exciter sur le générique, il n'y a plus lieu, le janis, en arabe on appelle ça, j'ai découvert ce mot, le janis. Ça, c'est pas important. Il faut se former d'une façon scientifique qui est la DCI, ça, c'est ça qui va aider. Et à ce moment-là, je ne vais pas prendre le paracétamol qui s'appelle le bien-être du crâne, avec un autre paracétamol, mais qui s'appellera commercialement le bien-être de la douleur du crâne, alors que c'est le même produit. Non, c'est anecdotique, j'exagère le trait, mais c'est dangereux parce que maintenant, il y en a qui sont dosés à 1000. Il y en a qui te prennent un repos du crâne et un je ne sais pas, bien-être du crâne, alors que ce sont 2 comprimés, et c'est les dangers de la consommation abusive des médicaments. Maintenant, sur le plan santé, on va finir avec, que peut-on, en cas de prise excessive? Voilà, les prises excessives. Le paracétamol est classé prise avec excès, quoi. Le paracétamol, le terme utilisé d'une façon irrationnelle. Ouais, c'est ça. Le paracétamol, il est classé comme le premier antipyrétique et antidouleur. C'est un excellent médicament. C'est pas lui qui est en cause, c'est notre façon de le consommer, de le prendre. Ouais. Vous savez qu'il y a des femmes, et j'en ai connu, qui prenaient jusqu'à 6-7 comprimés de paracétamol par jour pendant une longue période. Ça finissait quoi en trou d'estomac ? Ça finissait à l'hôpital, dans le service de gastro, avec ce qu'on appelle une cirrhose médicamenteuse, cirrhose hépatique médicamenteuse. Parce que quand on parle de cirrhose, on parle toujours de l'alcoolisme. C'est pas important. La cirrhose médicamenteuse, et c'est un cancer. Vous voyez que les médicaments, il faut expliquer, il faut transmettre, il faut que ça soit de l'information, de l'éducation sanitaire, et ça, c'est extrêmement important. Je pourrais vous citer les corticoïdes, les reins, les corticoïdes pris, qui sont d'excellents médicaments, mais pris de façon irrationnelle, ça vous donne des
diabète, ça vous donne des hypertensions artérielles, ça vous donne des trucs, des aplasies, des corticosurrénales et on y va, et on y va. Ça vous donne des rétentions d'eau et ça, c'est tout un problème. Donc, les médicaments que l'on voit qui sont jolis, premièrement, qu'il faut mettre à l'abri des regards des enfants parce que c'est les couleurs, ils sont attirés, ça, et ça, c'est un truc. Deuxièmement, ces médicaments, ce sont des bombes destructrices si on ne les utilise pas dans le cadre de ce que donnent les données scientifiques en fonction du poids, en fonction du nombre de jours de prise. Chez nous, ça vous reste, il y a une boîte qui vous reste, vous ne terminez pas votre boîte. 3 mois après, vous en prenez. 3 mois après, vous distribuez aux voisins. Chez nous, c'est le baklawa. Baklawa, hélas, avec tous mes respects à la baklawa, qui est un admirable gâteau. Un jour, franchement, il faudra mettre une caméra à dispo. Parce que je vais vous montrer qu'on a un caméraman sur le plateau. Il discute avec toi pendant le truc. C'est qu'il est d'accord, tu vois. Oui, non, t'as raison. Non, là, je suis pas d'accord. Non, mais je suis content parce que c'est... Je t'embrasse, Arkena. Prends soin de toi, mon frère. Non, mais c'est bien parce que, dans le sens où c'est un Algérien, c'est un citoyen qui reçoit des informations. Il n'est pas avec sa caméra comme ça. Exact. Très bien. J'étais en train de leur poser la question parce que il y a 2 événements, on vient de me les rappeler d'ailleurs, 2 événements santé, médicaments en particulier. Alors vous avez le CIFAL, c'est le salon du médicament qui se déroule actuellement, c'est à la SAFEX, c'est jusqu'à demain, ça a débuté le 30 janvier, ça continue jusqu'au 2, donc demain samedi. Allez-y, c'est ouvert aux professionnels mais également aux étudiants. Aux étudiants, quel que soit leur domaine, pharmacie, médecine ou autre, et puis aux professionnels de la santé, quelle que soit votre spécialité ou votre job, ou quel que soit le lieu dans lequel vous exercez. Et puis l'autre événement, c'est la semaine prochaine, c'est le sommet pulmonaire. C'est le Pulmonary Summit. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. C'est organisé les 7 et 8 février prochains. C'est dans un grand hôtel du côté de l'ouest de la capitale. C'est au Sheraton pour être plus précis. Et c'est le sommet international sur les maladies pulmonaires. Très important. Avec des médecins venant des 4 coins du monde, avec des spécialistes en la matière et surtout avec du savoir qui va être partagé, de la connaissance qui va être partagée. Si j'avais le pouvoir, moi je ferais une transmission. Une retransmission en direct à la télévision du déroulement de ce congrès. C'est extrêmement important. Ouais, si vous le voulez. Ouais. Merci beaucoup. Mais si je vous dis qu'il faut transmettre le match de télé qui était à quelle heure, c'est où que ça se passe? Non, mais on en parlera. Il faudra faire, non, moi je pense qu'il faudra faire une chaîne thématique en Algérie qui est centrée sur la santé. Et surtout sur le fait de l'éducation sanitaire et expliquer tel qu'on Alors, si vous voulez que votre chaîne marche, ramenez 4 ou 5 idiots qui vont faire tout et n'importe quoi, qui vont se filmer matin, midi et soir, qui vont vous raconter ce que leur mère a à manger et vont se jeter dans les foires. Alors là, oui, tout le monde regardera votre chaîne. Dans les foires. Là, tout le monde regarde. Pas du tout, il y a des exemples de chaînes thématiques. Oui, je suis d'accord avec vous, je rigole, docteur Benachou, ça va, vous n'hésitez pas. Idiot. Tranquille. Non, il faut tout le temps le ramener sur le droit chemin. Merci, docteur Benachou. Un jour, vous allez voir. J'allais me regretter. C'est les fous complètement décalés. Docteur Benachou, c'était un plaisir, sincèrement. Hein. Oula, je le dis, même si les gens pensent qu'en Chama, ils me voient souvent. Alors ça va avec Benachou pas du tout. Je suis pas Booba, il n'est pas Caris, qu'on soit bien d'accord. Très bien, on va pas se bagarrer dans le hall d'un aéroport. Oula, dites-moi que vous connaissez l'histoire. Sur la tête de ma mère, j'ai plus envie de travailler. Pourquoi? Docteur Benachou connaît Booba et Caris. Docteur Benachou, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Très bien. On fera notre prochain studio. Vous et moi, ça va être un ring de boxe. Non, mais coin contre coin. Hein. Coin contre coin, saut contre saut. Allez, c'était un plaisir. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes. C'était un plaisir. Et puis, pour ceux qui voudront revoir cet extrait, c'est ce soir. C'est à partir de 00h30, juste après le journal, et c'est sur Canal, ou sinon vous allez sur YouTube. Et je vous promis que dans les prochaines semaines, j'allais intervenir, parce que pour l'instant, les émissions, vous les avez en mode Bonjour d'Algérie 27 1 2 0 1 9. T'as l'impression qu'on est un corps qu'on tire
d'une morgue. Alors là, on va changer avec des extraits, avec des noms, avec quelque chose un peu plus chaleureux, de plus professionnel aussi. Voilà, merci docteur Benachnou. On va parler santé d'ailleurs dans quelques instants encore, si vous le permettez, avec Fadela Madassi, Christine Devalande et Nour Zerhouni. Retour sur une conférence sur la médecine digitale et l'intelligence artificielle. Ce sera juste après ce reportage sur l'ouverture d'un nouveau centre de traitement du cancer. Et ça se passe à Tizi Ouzou. Allons-y. Ouais. Je suis très contente de cette inauguration, du démarrage du centre, parce que ça va soulager le centre de l'Algérie, hein, pas uniquement Alger, quand je dis ça. Le délai de rendez-vous de prise en charge, les délais de consultation sont à octobre pour la prostate et à novembre aujourd'hui pour le sein. Pour faire face à la contrainte des rendez-vous éloignés et pénibles de radiothérapie, le service de radiothérapie du centre anti-cancer de Drab Ben Khadda de Tizi Ouzou vient d'être mis en service aujourd'hui. Doté d'un scanner et de 3 accélérateurs, ce service dispose d'un staff médical qualifié en vue de prendre en charge 150 malades par jour. عندنا مصالح واحد اخرين كما المصلحه لا كيوريثيرابي والمصلحه لا كيوريثيرابي عندنا ان سيرفيس دو كونتاكت ثيرابي سي لو سول سيرفيس على l'échelle nationale التي القادره ان تعالج السرطان الجلد. On va commencer d'ailleurs par la pathologie du sein et toutes les pathologies pelviennes. D'accord ? Et puis on va continuer à travailler en collaboration avec le CPMC pour tout ce qui est pathologie cérébrale et ORL. D'accord, et membres. La livraison dans sa totalité du centre anti-cancer de Drab Ben Khadda avec ses 5 services est prévue à partir du mois de mai prochain. Un soulagement pour les malades de cette wilaya. Le ministère de la Santé va mettre en place durant l'année 2019 12 nouveaux accélérateurs dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de cancer. Le lancement de nouveaux centres anti-cancer permettra de mettre fin au calvaire des malades atteints de cancer pour qui la radiothérapie est un véritable parcours du combattant. Basique et simplifié. Excellente matinée à vous tous. Il y a quelques instants, on parlait donc de l'usage abusif des médicaments, du paracétamol notamment avec Dr Benachnou. On est revenu également sur les 2 grands événements de la semaine. Le sommet pulmonaire, ça se passe la semaine prochaine. Le sommet international sur la maladie pulmonaire, c'était 8 février prochain. Et le CIFAL actuellement, c'est le salon du médicament. Pour les professionnels, évidemment, ça se passe à la SAFEX et c'est jusqu'à demain soir. Ce matin, avec nous, plusieurs invités pour parler de médecine digitale et d'intelligence artificielle. Pour en parler, Dr Fadela Madassi, professeur Fadela Madassi, bienvenue à vous. Vous êtes chef de service gynécologie au CHU de Bablouet. Bienvenue sur le plateau. Dr Christine Devalande, alors vous aussi, vous êtes professeur en médecine, chef de service j'ai réussi à 5 minutes. Alors, anatomopathologie, c'est ça? Anatomopathologie, à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau. Et Nourdine Zerhouni. Alors, Nourdine Zerhouni, vous êtes un peu dans la lignée des Zerhouni, connus des 4 coins du monde, d'ailleurs. On pourra y revenir en fin d'interview, on pourra en parler, voir un peu les liens qui vous unissent. Mais en attendant, ce qu'il faudrait savoir surtout, c'est que vous êtes professeur à l'université, professeur d'université, professeur à l'université Bourgogne-Franche-Comté là aussi. Vous êtes spécialiste en intelligence artificielle. Vous organisez d'ailleurs ces fameux échanges dont on va parler dans quelques instants. Bienvenue à vous. Merci. 3 sur le plateau. Merci. Bienvenue ici sur Canal. Et parlons-en. On va commencer par l'événement lui-même. Un échange France-Biskra. France, mais quelle ville en particulier? Alors c'est Besançon et Belfort. D'accord. C'est en Franche-Comté. Oui. Donc c'est un échange entre les 2 universités de Biskra et de Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Et cet échange est aussi partagé avec les facultés de médecine de Bab el Oued en Algérie et de Nord-Franche-Comté en France. Et l'idée, c'est d'apporter de l'innovation dans la recherche en informatique avec un applicatif fort qui est celui d'apporter les techniques d'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic, améliorer le pronostic et l'aide à la thérapie pour un meilleur confort des patients. Donc c'est vraiment l'apport de l'intelligence artificielle en médecine pour une approche de médecine prédictive. Alors qui a fait le pas pour créer ce pont entre Biskra et... Alors à l'origine d'abord c'était un projet entre un laboratoire français OST et l'université et l'hôpital de Nord-Franche-Comté, parce que on a vu un petit peu au niveau de la Chine et des États-Unis une montée en puissance de l'intelligence artificielle dans les revues, dans les travaux de publication.
Et aujourd'hui, il y a une véritable pertinence à apporter ces techniques d'intelligence artificielle, on le voit partout avec tout ce qui est réseaux sociaux, dans bien d'autres domaines, dans l'industrie 4.0 par exemple, mais c'est apporter cette démarche-là au niveau de la médecine. Ensuite, comme on a des relations avec, entre l'université de Franche-Comté et l'université de Biskra, où il y a de très bons chercheurs et très bons doctorants, eh bien, on a associé cette démarche-là pour avoir une vision un petit peu France-Algérie de ces relations et créer cette dynamique en parallèle. Alors, dans le cadre de ces échanges, qui interviennent des deux côtés de la rive Méditerranée, mais donc, à la fois quel type de profil? Oui, alors c'est essentiellement des profils d'informaticiens. Oui. Alors c'est des profils d'informaticiens qui, avant, travaillaient sur des domaines d'informatique théorique et qui trouvent ici un terrain d'application extrêmement fécond qui leur permet de valider leurs travaux et surtout d'apporter un impact social et économique très important. Comment est accueilli ce programme à l'université de Biskra? Alors, l'université de Biskra est très bien accueillie. Il y a des doctorants de talent, des chercheurs de talent au laboratoire d'informatique de Biskra et une dynamique très forte pilotée par le recteur de cette université. Et je pense qu'on va aller vers un projet très ambitieux et mes collègues docteurs vont en parler davantage. Alors, juste, j'ouvre la parenthèse, vous n'avez pas fait des jaloux dans d'autres villes du pays? Il n'y a pas eu des étudiants qui sont déplacés d'Alger, d'Oran, des grandes villes, comme on les appelle, vers Biskra pour pouvoir assister au développement d'abord à la construction de ce pont entre les deux rives de la Méditerranée et par la même occasion à cette bourse du savoir et de la connaissance. Tout à fait. Moi, je suis très sensible à cette notion, à la partie donc équilibre des territoires, et c'est parce que je suis sensible. En France, on a souvent tout est centralisé à Paris. Nous-mêmes en Franche-Comté, parfois on a quelques soucis de rééquilibrage des choses. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a un maillage d'informaticiens, un maillage de laboratoires en Algérie très performant, et on a choisi Biskra parce qu'on avait eu des relations un peu historiques avec une convention qui avait déjà été signée, et surtout des doctorants d'excellente qualité. On va parler un peu de vous, de l'apport de chacune. On va commencer par professeur Fadela Madati. Alors, professeur en gynécologie, chef de service gynéco au CHU de Bab-el-Oued. Quel est l'apport quel est votre rapport sur ce pont d'échange, déjà pour commencer, et juste après on enchaînera, si vous le permettez, un peu la même question avec vous, professeur, mais on pourra enchaîner juste après sur le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle dans votre quotidien, s'il existe. Enfin, moi, quand j'ai été contactée par professeur Zerhouni, justement pour parler un petit peu et développer cette intelligence artificielle, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu dans notre milieu professionnel, notamment. C'est vrai qu'on entend un peu parler d'intelligence artificielle dans tous les autres domaines, mais en médecine, ça reste quand même très peu connu, j'oserais dire. Et là, franchement, l'intelligence artificielle, moi, je me dis quand même, c'est cette possibilité de créer, je sais pas, des machines, des outils qui nous permettront un petit peu de mimer un petit peu l'intelligence humaine. Vous savez qu'actuellement, pour aboutir, pour valider un traitement ou une technique chirurgicale, nous sommes obligés de passer par des essais cliniques randomisés qui prennent énormément de temps. Donc l'utilisation de cette intelligence artificielle permettrait un petit peu de cantonner toutes ces informations, parce que le cerveau humain, quand même, ne peut pas assimiler toutes ces informations. Quand on sait, par exemple, à titre d'exemple, quand vous savez qu'il y a 3000 publications qui sont indexées par jour, quel est le médecin qui pourra lire 3000 articles? Et vous savez que la médecine, c'est une médecine qui est basée sur les preuves, donc nous sommes obligés d'appliquer ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Et donc, moi, je pense que cette intelligence artificielle va venir un petit peu pallier ce manque de temps pour réunir les véritables informations, et évidemment ça permettra donc une meilleure gestion du diagnostic, et ça permettra évidemment ça nous permettra d'aller vite et bien.
Ouais. Contrairement à la phase classique que nous utilisons habituellement. Et puis cette intelligence artificielle, c'est vrai qu'elle a toute sa puissance dans le diagnostic, mais évidemment, il y aura des conséquences, des corollaires, aussi bien sur la thérapeutique que sur la prise en charge. Donc on aura une meilleure gestion du patient. Donc finalement, le but final de toute cette dynamique, c'est de combattre la maladie. Mon Dieu, je crois que ça, c'est l'objet espéré de tout professionnel de la santé. Et je me dis, ça reste quand même une corde supplémentaire à l'arc, disons, du médecin pour un petit peu aller Mais d'avant. actuellement, dans vos services, par exemple, il n'existe aucune forme de technologie nouvelle qui puisse faire avancer, qui entre dans le cadre de l'intelligence artificielle. On va y revenir juste après l'intervention du professeur, mais préparez-vous à nous définir en fin de compte à monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, à quel moment peut-on dire que cet outil-là fait partie de ce registre-là, et à quel moment on doit dire que cet outil-là c'est juste un scanner. Il ne faudrait pas non plus s'exciter à dire que tout est digitalisé et que tout est intelligence artificielle 4.0, 5.0 ou autre. Dans vos services actuellement? Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que l'intelligence artificielle, pour qu'elle soit appliquée, il y a quand même des préalables. C'est ça. Et ces préalables, il y a deux principalement. C'est la numérisation du dossier patient, ça c'est un préalable incontournable. C'est vrai qu'actuellement, nous travaillons encore au papier. Ouais. Nous utilisons certes des registres qui nous sont utiles dans notre pratique, mais la numérisation permettra une meilleure collecte des données, un accès rapide à ces données et surtout l'exploitation de ces données. Qui relate... Absolument, et l'exploitation rapide. Qui nous permet d'avoir l'ensemble des antécédents, ce qu'il a vécu, ce qu'il n'a pas vécu. Absolument, donc toute son histoire clinique, tous les renseignements, l'évolution de la maladie, les différentes consultations, les examens complémentaires qu'il a subis, les thérapeutiques. Et donc l'exploitation des données sera quand même beaucoup plus facile. Et puis le deuxième préalable, donc après la numérisation, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle sans données. Donc il faut qu'il y ait des data, il faut qu'il y ait des études. Il faut qu'il y ait des études. Et ces études-là, justement, notre souhait, c'est de développer un partenaire avec nos collaborateurs, de façon à avoir des cohortes beaucoup plus conséquentes. Donc on va essayer de partager nos études, notre expérience, afin d'avoir un résultat beaucoup plus pertinent, parce que plus la cohorte est importante, plus les résultats ne seront que meilleurs. Et donc, au final, le gagnant est toujours le patient. Professeur Christine Devalente, alors vous aussi, vous prenez part à ce programme d'échange. Alors vous, on l'avait dit tout à l'heure, vous êtes à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Vous êtes professeur en anatomopathologie. Voilà, j'y arrive enfin. Alors du coup, d'abord, quel est votre rapport sur un tel programme d'échange? Et par là même, on enchaînera sur la même question. On en est où sur l'exploitation de l'intelligence artificielle, par exemple, dans votre service? Alors, tout d'abord, donc moi je collabore avec les universitaires de BISCRA dans un programme d'études dans mon domaine, c'est-à-dire l'anatomie pathologique, où nous étudions des facteurs pronostiques et des facteurs prédictifs dans certaines formes de cancer. Et grâce à des algorithmes qu'ils mettent en place, on va pouvoir de cette manière-là faire une étude qui nous permettra de définir des éléments épidémiologiques. Donc, il y a ce facteur pronostic dans les algorithmes d'intelligence artificielle, puisque les doctorants de BISCRA sont tout à fait performants, et c'est une collaboration extrêmement équilibrée que nous avons avec eux, et nous avons des résultats déjà qui sont assez prometteurs. Et puis, il y a un deuxième point, c'est l'apport diagnostique de l'intelligence artificielle, parce que nous en sommes à une phase de numérisation. Donc, on peut parler aujourd'hui de pathologie digitale en anatomie pathologique, c'est-à-dire les images histologiques sont devenues des images digitales, et il y a aujourd'hui des algorithmes d'analyse qui vont aider le pathologiste au diagnostic. C'est un peu les deux domaines de développement. Il y a donc ces domaines de pronostic et ces domaines de diagnostic. Et par ailleurs, on a également un autre projet qui est un projet européen, qui est un projet de diagnostic de cancer du sein,
qui est un projet entre guillemets, de soutien-gorge intelligent qui va permettre de faire un diagnostic précoce, ne remplaçant absolument pas la mammographie, mais étant un diagnostic qui précède la mammographie et qui est aussi... Faire la sonnette d'alarme sur l'éventuel... Voilà, Ouais. et qui est aussi qui permet d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle à partir de capteurs qui vont analyser des données initiales. Donc, d'une part, moi j'interviens en anatomie pathologique avec l'équipe de BISCRA pour soutenir des projets de recherche sur des algorithmes diagnostiques et pronostiques, Ouais. et d'autre part sur ce soutien-gorge intelligent de façon à avoir un diagnostic précoce du cancer du sein. Ce sont les deux domaines de travaux actuels. Sur lesquels vous intervenez. Alors du coup, à présent, d'abord, qu'est-ce que l'anatomopathologie? Alors, c'est le pathologiste, c'est celui qui va lire les lames d'histologie, de frottis cervico-vaginal, de dépistage du cancer du col, Oui. qui va lire les biopsies qu'on va faire à une patiente quand on repérera un nodule tumoral au cours d'une mammographie. D'accord. Et il va donc déterminer les facteurs qui sont des facteurs à la fois pronostiques mais aussi thérapeutiques. Ouais. Parce que la médecine d'aujourd'hui, c'est une médecine personnalisée, donc on définit des facteurs qui sont spécifiques au patient et qui vont lui permettre un traitement personnalisé. On en est où dans l'exploitation de l'intelligence artificielle dans votre service? Alors, nous avons fait l'acquisition d'un scanner de l'âme. Pour vous dire le développement actuel aux États-Unis, il y a à peu près 50% des laboratoires qui ont des scanners de l'âme. C'est une technique qui permet de digitaliser la structure de verre, la lame de verre, qui permet de lire au microscope. Et donc on a fait cette acquisition et on fait de l'analyse automatique d'images avec des comptages automatiques. Et j'attends beaucoup de l'équipe de BISCRA pour m'aider, pour affiner ces comptages automatiques qui vont donner des marqueurs spécifiques donc pour le traitement des patients. On compte des marqueurs qui permettent de choisir une thérapeutique et puis aussi pour aider à l'analyse de ces cohortes dont parlait le professeur Madassi, parce qu'on a besoin d'un grand nombre de data et nous avons déjà commencé à collecter ces data correspondant à nos patientes, dans le cancer du sein en particulier, Ouais. et on souhaite collaborer avec nos confrères algériens dans ce domaine-là aussi. Professeur Nordine Zarouni, alors l'intervention des deux professeurs ici sur le plateau était fort intéressante, de par d'abord la vision sur l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut apporter aux patients avant tout, mais aussi sur son développement. Et puis en fin de compte, on se rend compte que c'est l'histoire non pas de scientifiques seulement, mais c'est un ensemble d'éléments, de personnes, de cerveaux humains qui vont réfléchir à cette intelligence-là, la développer, lui développer ses algorithmes et autres, et permettre son développement et son exploitation. Maintenant, sur la question la plus basique qui puisse exister, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? À quel moment peut-on définir, je ne dirais pas objet, parce que c'est pas un objet, mais à quel moment peut-on définir telle chose relevant de l'intelligence artificielle et autre chose de l'objet, peut-être pas intelligent, mais de l'objet robot, mécanique, que l'on connaît, avec lesquels on a vécu. Ça peut aller du batteur de la maison à je ne sais quoi. Bien, donc un des points forts de l'intelligence artificielle, c'est le processus de capitalisation des connaissances, de capitalisation de l'expertise médicale dans un ensemble de logiciels, dans un ensemble de software. Et cette capitalisation, cette expertise revient pour gérer tout ce qui est aspect chronophage des médecins, parce que bon, Ouais. aujourd'hui pour avoir un rendez-vous chez des dermatologues, pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologue, on prend beaucoup de temps. L'idée, c'est de décharger les médecins de certaines actions parce qu'on a au préalable capitalisé par le processus d'apprentissage. Un des processus importants de l'intelligence artificielle, c'est Oui. l'apprentissage. Et cet apprentissage a comme but premier de capitaliser toute cette expertise. Donc voilà ce qui se fait à ce niveau-là. Alors l'important, je voulais souligner par rapport à la coopération entre l'Algérie et la France, c'est que contrairement à l'industrie où mes collègues et confrères ont parlé beaucoup de data, des données, je suis moi-même au départ, je m'intéressais beaucoup au processus industriel. Et quand on travaille sur l'intelligence artificielle pour les processus industriels, les données sont compliquées et surtout délicates à récupérer parce que les équipements ne sont pas fabriqués en Algérie, ils ne sont pas la propriété des entreprises algériennes, c'est souvent des équipements importés. Et donc à chaque fois que l'on touche un équipement, la garantie s'en va. Donc on ne peut pas faire des travaux sérieux
sérieux et approfondi dans ce domaine-là. Contrairement à cela, dans le domaine de la médecine, les patients sont des patients. Quand le professeur Madassi prend des informations sur les patients ou docteur Devalent prend les informations, on a accès de la même manière aux données, donc ce qui permet d'avoir une relation très équilibrée et fructueuse dans le sens de la mutualisation, parce qu'on a besoin de beaucoup de cohortes et l'idée de base, c'est d'associer, de mutualiser les cohortes des patients français, des cohortes de patients algériens, et de travailler ensemble là-dessus pour améliorer ce processus de diagnostic et de pronostic et d'apporter plus de confort aux patients. Alors, vous qui êtes professeur en intelligence artificielle, professeur Madassi, professeur de Valente, doivent-elles s'inquiéter pour l'avenir de l'homme sur Terre et sur leur rôle qu'il... Excusez-moi, je peux vous paraître bête aujourd'hui. Donc, dans 50 ans, j'aurais peur de reposer la même question si on est encore là. Mais doit-on s'inquiéter de l'intelligence? Parce que les sceptiques aujourd'hui, je ne suis pas le premier à le dire. Et je veux dire, vous allez retrouver ça sur YouTube, vous allez retrouver ça sur des plateaux qui donnent la parole à ces gens-là, qui disent attention, ça peut se retourner contre nous, attention, ça peut nous remplacer. Mais l'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour, oui ou non, remplacer l'homme? L'homme avec un grand H. C'est une question tout à fait pertinente, et vous avez bien raison de la poser, c'est une question qui se pose. En effet, dans le projet SBRA dont parlait Dr Devalent, c'est un projet franco-suisse, lequel on souhaiterait que nos collègues algériens nous rejoignent dans ce projet dans un futur proche. Eh bien, dans ce projet-là, on a avec nous des philosophes, des sociologues qui s'intéressent uniquement à cette question-là, cette question d'appropriation de l'intelligence artificielle par les médecins. Et il est vrai que dans l'avenir, ça ne va pas remplacer les médecins, mais ça va apporter un confort d'exercice de la médecine et surtout une forme de réactivité. C'est une anecdote, en discutant avec un professeur et un directeur d'hôpital en France, il me disait que dans l'avenir, à chaque fois que nous recrute, qu'ils vont recruter 2 ou 3 médecins, eh bien, on va recruter un ingénieur. Donc en fait, on est dans cette marche de l'intégration de la technologie en médecine pour apporter plus de confort aux patients. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Vous repartez à Biskra ou c'est la fin de mission pour l'instant? C'est la fin de mission. C'est la fin de mission. Vous revenez bientôt? Oui. Oui. Il y a une date? Alors on va revenir de manière régulière tous les trimestres, justement, pour évaluer ce projet et aller de l'avant. Sinon, vous continuez à communiquer via les différents canaux qui existent. On vous souhaite beaucoup de belles choses. Moi, ce que je vous propose avec joie et plaisir, c'est qu'à chaque escale, vous refaites un petit tour ici. Vous aurez toujours de quoi parler. On ne posera pas forcément les meilleures questions, mais on vous donnera l'occasion de faire ce que font les gens intelligents, c'est d'écouter la question, laisser passer la question, faire semblant de répondre à la question, mais dire ce que l'on veut en réalité. Et c'est ça, et ce sera un plaisir de vous recevoir. Professeur Madassi, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance dans vos travaux, on vous souhaite bonne chance dans votre quotidien. Merci. Dieu sait que ça ne doit pas être si évident. Christine Devalente, merci professeur, merci d'avoir été là. Merci. On rappelle encore une fois que vous êtes chef de service anatomopathologie à l'hôpital Nord-Franche-Comté et que vous travaillez sur ce projet. Ce projet entre les 2 rives de la Méditerranée, Biskra et votre ville. Merci professeur Nod Zarhouni. Les Zarhouni en général, c'est vous, c'est pas vous? Si, c'est des cousins, c'est des parents. Cousins. Aux États-Unis, en Algérie, un peu partout. À Biskra. À Biskra. Au service de la science et de l'Algérie. Ah oui, au service de la science et de l'Algérie. Non, c'est pour ça. Bon, après, on ne va pas développer non plus, mais c'est très bien. En tout cas, ça nous honore de vous avoir reçu aujourd'hui encore. Merci. Rappelons que vous êtes donc... Vous êtes professeur à l'université Bourgogne-Franche-Comté, spécialiste en intelligence artificielle. Vous pilotez ce fameux projet des 2 rives de la Méditerranée et vous serez de retour très prochainement, on l'espère en tout cas, où on aura l'occasion d'en parler encore. Quant à nous, vous le savez, demain c'est la journée internationale des zones humides. On va la célébrer cette fameuse journée un peu partout et ça tombe très bien. Rahim Abdelaziz nous parle d'une zone humide à découvrir, mais surtout à protéger. Elle se trouve à Jijel. On va parler de la biosphère pour être plus précis, parce que juste après, avec Kenzan Char, là on va parler d'éco-citoyenneté, de comportement citoyen également, de comment faire de la randonnée et respecter toutes ces zones-là. Rahim Abdelaziz, et puis on se retrouve juste après avec Kenzan Char. Allons-y.
Taza et sa réserve sont aussi menacées par diverses pressions anthropiques liées à la à l'expansion de l'urbanisation et accaparent des terres forestières. La réserve de biosphère de Taza est intimement liée à sa frange côtière. Le banc des Kabyles, vivier de nombreuses algues marines et de poissons, tels le mérou, sont menacés par la pêche côtière et les pollutions diverses. Comment préserver toutes ces richesses naturelles d'importance internationale? Voilà, c'était Rahim Abdelaziz. Il nous parlait donc de cette région à Djidjel et ça tombe très bien. On va parler des zones humides aujourd'hui. Mais avant, on va recevoir d'abord qui? Kenzan Char, bonjour. Bonjour. Kalim Tedjani, bonjour. Bonjour. Kenzan Char n'est plus à présenter. C'est notre spécialiste éco-citoyenneté. Hein? C'est quoi le titre exact? Activité de la société civile. Voilà. Et ça regroupe un peu toutes ces thématiques. Et puis Karim Tedjani, vous êtes spécialiste en écologie, en écotourisme, pardon. Écosystème. Ça risque d'être un peu compliqué. Alors du coup, en écotourisme, bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau. Merci pour... Vous m'avez rappelé un souvenir qui ne nous a point rajeuni. Il y a plus d'une dizaine d'années, on s'était vu ici sur ce plateau. Tout à fait, ouais. C'était ma première télé. Ça s'était bien passé? Magnifiquement, c'était super. Pas eu besoin de passer par un psy par la suite? Pas du tout, pas du tout. Ça, au contraire. Ça me rassure. Je me suis dit que j'avais démarré sous de bonnes augures. Eh ben, très bien, bienvenue à vous, bienvenue ici. Alors du coup, vous êtes venu outillé ce matin, bien équipé. Ouais. Oui, ça remonte à quand ta dernière randonnée? Alors, quand tu vois mes joues, tu sais très bien que c'était très long. Ça doit faire un moment. Mais ça me donne envie, hein, mais j'ai jamais trouvé le bon circuit et les bonnes personnes avec qui le faire. Eh ben, écoute, à partir de notre chronique aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, en fait, on est passé ces 2 dernières semaines on a eu droit à 2 semaines de neige. Donc, ça a suscité l'envie chez beaucoup de clubs, d'associations d'aller vers la randonnée. D'accord. Mais c'est vrai, c'est bon, c'est un bon signe. On repart vers la nature, mais il y a eu énormément de sonnettes d'alarme qui ont été mises parce que justement, non seulement il y avait des personnes qui partaient sans guide, oui. Et en plus de ça, ils n'étaient pas équipés. Donc non seulement ils constituent un risque pour eux, mais aussi un risque c'est-à-dire pour leur famille et aussi par rapport à l'environnement, parce que c'est bien beau, ils partent avec des sacs remplis de nourriture, mais par la suite, pour les sacs vides, pour les reprendre avec eux, ça, ils le font pas. Donc c'est tout l'objectif de notre chronique aujourd'hui. Et pour ça, nous avons l'honneur de recevoir avec nous Kalim Tedjani, qui est spécialisé justement dans l'écotourisme. C'est un web reporter. Il est bled trotteur aussi, mais il a aussi un blog Nouara qui parle d'écologie et d'environnement en Algérie. En fait, l'écotourisme, c'est, on va dire, un des sujets qui m'intéresse. Moi, j'essaye d'avoir vraiment, vous parliez d'écosystème, j'essaye d'avoir une vision assez globale de l'écosystème algérien, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, il va nous parler un petit peu des bonnes pratiques à apprendre pour faire des randonnées, parce que effectivement, c'est bien d'aller découvrir notre belle nature, mais il y a quand même certaines consignes, consignes à respecter. Voilà, donc dites-nous par quoi on commence. Alors, bon, déjà, il faut quand même se féliciter du fait que les Algériens renouent avec la nature. Parce que pour nous, les gens qui se sont vraiment intéressés à l'écologie, à essayer de développer une culture environnementale, il y a eu, on sait très bien qu'il y a eu une période un peu sombre de notre histoire qui a fait qu'il y a eu vraiment un décrochage, voilà, une déconnexion. Mais alors j'assiste à un nouveau phénomène que moi j'appelle la bellisation de la nature, parce qu'on a beaucoup parlé de la bédouanisation de nos villes, mais aujourd'hui les citadins arrivent dans la nature avec des comportements vraiment d'urbains, et en plus pas forcément les meilleurs des comportements. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important, essentiel, de remettre les choses un petit peu au clair sur les bonnes pratiques. Alors première chose, très importante, c'est un petit geste simple, pensez à ramener des gourdes. Les bouteilles en plastique, évitez au maximum d'amener avec vous des emballages jetables pour être tenté justement de les jeter. Donc vous ramenez gourdes pour l'eau, ça évite les bouteilles en plastique. Évitez tout ce qui est avec emballage, Tupperware,
profiter de ce moment donc de nature pour renouer peut-être avec la cuisine, une cuisine traditionnelle ou en tout cas des plats préparés. Essayez au maximum d'utiliser donc des contenants que vous allez forcément ramener avec vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sac à dos, essentiel, important, et notamment aussi pour prévoir, si vous ramenez avec vous Ça va, je suis bien équipée. Voilà, si vous ramenez avec vous donc des... C'est à vous ça? Ouais. Là, je suis juste en train de faire le test. Est-ce que ça va? J'ai le bon équipement ou pas? Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. On va y revenir à l'équipement. Donc en tout cas, il est important vraiment d'avoir toujours son petit sac à dos pour, quand vous avez vos déchets, les ramener. Parce que c'est vraiment, pour moi, la problématique numéro 1, c'est que les gens, en fait, quand ils vont dans la nature, c'est-à-dire que cette culture du jetable, ils la pratiquent aussi avec la nature. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils consomment un espace naturel, ils repartent et ils ne pensent pas à ce qui va se passer après. Autre chose, il y a vraiment, une fois qu'on a déjà veillé à ne pas jeter ces déchets, il y a quelque chose aussi qu'on oublie souvent. On pense que jeter d'épluchures de bananes, d'oranges et tout, bon, c'est pas grave, ils sont biodégradables et tout. Certes, mais déjà, tous les déchets biodégradables ne sont pas forcément compatibles avec les sols et avec l'écosystème que vous allez visiter, mais en plus, ça crée un effet en fait cascade. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient, il suffit que les gens, quand ils voient un espace avec des déchets jetés, tout de suite, ils l'assimilent à une poubelle. Donc, c'est aussi une pollution visuelle. Exact. Autre chose très importante, la nature, c'est un lieu sacré. On ne vient pas pour faire de la musique, on ne vient pas pour se soulager. C'était la sonnette d'alarme justement qui a été émise par Karim. C'est un randonneur et c'était au lac Dakar, c'est ça? Et justement, les gens... Le lac Noir, pardon. Et ils sont venus avec le bundir et tout ce qu'il faut. Enfin voilà, il faut renouer. C'est bien beau d'aller s'amuser, mais aussi il faut quand même respecter parce qu'il y a tout un écosystème. Vous êtes les hôtes d'un écosystème. Il y a des animaux qui justement, c'est comme si moi je débarquais chez vous avec mes bundir et mon bruit. Non, il y a vraiment. Et en plus, il faut profiter. Pourquoi vous venez dans la nature? Vous venez justement pour vous déconnecter d'un quotidien, d'un train-train, d'une certaine agression. Alors pourquoi l'exporter dans ces lieux? Donc ça, c'est très important. Vous êtes contre l'organisation d'événements festifs dans des lieux comme ceux-là? Moi, je ne suis pas contre. Je dis une seule chose. Parce que liberté doit rimer avec responsabilité. On est libre de faire... Quand on regarde d'autres pays, ils organisent bien des événements dans des lieux complètement fous, complètement inattendus. Et alors attention, ça rentre dans la promotion des régions en question, ça rentre dans la promotion... Oui, mais il y a une organisation derrière. Bon, vous avez par exemple, aux États-Unis, vous avez comment dirais-je, vous avez un mouvement qui s'appelle Burning Man, qui existe depuis très longtemps. Très intéressant, parce que là, le principe, c'est que quand on repart, il doit y avoir zéro déchet. La trace... Ce que je vais expliquer, c'est que c'est pas forcément... C'est comme si l'homme n'était jamais passé par là. Voilà. Donc, je répète, liberté, responsabilité. Une autre chose aussi très très importante, on est tenté, quand on va dans la nature, de cueillir. Alors je comprends, c'est vrai que quand on voit toutes ces fleurs, toutes ces choses, on a envie de ramener les choses à la maison, mais quand même, dans l'ensemble, et les groupes que je connais qui organisent ce genre de séjours et qui font les choses dans les normes, d'ailleurs je salue Caravane des Feuilles au passage, mes amis, parce que moi j'ai remarqué, eux, voilà, ils ont cette politique de dire aux gens, évitez de cueillir, laissez la nature telle que vous l'avez trouvée. Donc ça, c'est pour on va dire les gestes éco-citoyens. Après, on pourrait aborder aussi l'organisation des groupes et tout, mais peut-être que vous avez... Ouais. Donc, et par rapport... Alors, est-ce que je suis bien équipée, là? Ça dépend de la saison. Là, vos chaussures... Là, pour ce moment-là, pour cette saison-là. Les chaussures, il faudrait peut-être qu'elles soient un peu plus... Voilà. Après, moi, franchement, je conseille quand même des chaussures qui vont jusqu'aux chevilles. Parce qu'on a souvent tendance à pouvoir se fouler les chevilles. Voilà, quoi. Mais dans l'ensemble, oui. Très bien. Là, j'ai un coup de ça va, je vous dis, il vous manque votre gourde. Oui. Vous avez essentiel, la gourde. Très bien. Il vous manque une lampe de poche. Oui. Il vous manque tout. Il manque votre pantalon, votre... Le pantalon, il est là. Ah, il est là. Non, il manque la lampe de poche, c'est très très important. Prévoir au cas où on ne peut pas rentrer.
Et je suppose que tout ça, normalement, avant d'aller avant de sortir, normalement, il y a le guide ou le chef de groupe, c'est lui qui nous dit, voilà ce que vous devez ramener. Donc, comment est-ce qu'on peut... Alors, justement, là, la plupart du temps, c'est via des agences de voyage qu'ils font, mais il y a aussi des groupes, là, principalement, on s'oriente vers les réseaux sociaux pour aller faire des randonnées. Donc, quels sont les critères, justement, de sélection pour choisir le bon groupe ou le bon guide? Comment est-ce qu'on peut choisir ça? Bon, pour moi, il est évident que les gens sérieux, ils prennent la peine d'être une agence, pas juste un groupe. D'accord. Et les gens sérieux, pour moi, par exemple, des critères simples. Je regarde d'abord le nombre de participants. Pour moi, au-delà de 30 personnes, concrètement, je me dis tout de suite que ces gens-là ne sont pas dans une démarche donc d'écotourisme, mais sont dans une démarche commerciale. Et déjà, pour apprécier la nature, quand on est en trop grand groupe, je trouve qu'il y a une certaine intimité avec la nature qui se perd. Le prix, je vais vous choquer, mais oui, le prix. Parce que, justement, pour que vous soyez dans des conditions de sécurité, il faut beaucoup d'accompagnateurs, en tout cas de bons guides. Il faut aussi que vous soyez assurés. C'est très, très important de bien vérifier que le groupe va vous assurer pour cette sortie. Ça, pour moi, c'est le critère essentiel. D'accord. Et après, bon, dans la description aussi du séjour, je pense que vous allez voir un peu dans l'esprit des gens. Mais voilà, mais pour moi, le critère numéro 1, c'est éviter les groupes de 100 personnes, 80 personnes. Pour moi, c'est... Et voilà, les sorties à 500 dinars, 1000 dinars, sachez que forcément, les gens, pour être rentables, ils vont être dans une logique vraiment de quantité, alors que la relation qu'on doit avoir avec la nature, c'est une relation de qualité. Et d'ailleurs, là, j'en profite pour lancer un appel. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de réglementer vraiment, parce que tous ces groupes, en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut organiser des sorties en pleine nature. Or, je pense que ces groupes-là doivent... c'est un appel que je vais faire notamment à la Direction Générale des Forêts, parce que souvent, ce sont quand même dans des parcs nationaux que se déroulent ces sorties, à ce que exiger que ces groupes fassent minimum une formation avec une autorisation, une attestation. Voilà, je sais que c'est un petit peu liberticide, mais ça serait important. Et pour finir aussi, qu'il y ait une cotisation, que chaque groupe... Compliquer les choses, hein. Monsieur, effectivement, je les complique, mais malheureusement, aujourd'hui, elles sont pour la démocratisation de tout et pour qu'il y ait une prise de conscience globale de tous. Monsieur, dans des sociétés qui se respectent, on n'est plus obligé de passer par une autorisation pour aller découvrir Mère Nature ou pour aller... je suis désolé. Non, alors là, oui, pour le coup, je vous arrête parce que il a été prouvé que quand même, dans la plupart de ces pays où la nature est respectée, il y a eu un véritable travail de fond qui a été fait. Il y a des gardes forestiers. Au contraire, je vous dis juste qu'on ne peut pas rajouter encore des autorisations pour aller se balader en forêt. Pour organiser des sorties. Moi, je suis désolé, si vous prenez la responsabilité de ramener 2 cars dans un lieu, eh ben, il vous faut bien un permis pour conduire. Oui. Pour vous déplacer sur la route, vous avez besoin d'un permis de conduire, vous avez besoin de respecter un code de la route. Moi, je parle pas des groupes, moi, je parle des personnes. Ah non, moi, je parlais des groupes, monsieur, pour le coup. Excusez-moi. Ne vous énervez pas. Non, je vais pas. Il était en train de se dire, attends, parce que tout à l'heure... Donne-moi chapeau. Parce que tout à l'heure aussi, on parlait d'entrepreneuriat, justement. D'ailleurs, la direction des directions des forêts se sont lancées justement d'un programme pour encourager les jeunes d'aller vers la création d'entreprises pour les métiers de la forêt. Et puis, ce qui est triste, c'est que justement, ces jeunes, ces agences, et alhamdoulilah, il y en a, qui veulent vraiment faire les choses dans les règles. Oui. Eh bien, malheureusement, elles sont face à une concurrence déloyale, des gens qui font ça pour passer le temps et tout, qui justement proposent des prix dérisoires, mais parce qu'ils proposent des services dérisoires. Ouais. Et du coup, ça crée vraiment une concurrence. Et puis, il va bien falloir financer aussi un petit peu tout cet encadrement. Et c'est pour ça que je pense que quand même, malgré tout, il faudrait une petite organisation. Dernière chose aussi, concernant les parcs nationaux, moi, il y a 2 choses qui m'interpellent. Les parcs nationaux, normalement, on pourrait quand même commencer à expérimenter, puisqu'on essaye de vouloir supprimer le plastique, les sacs en plastique, pourquoi pas profiter de ces parcs nationaux pour créer des premières zones zéro plastique. Et aussi, un phénomène, moi, qui vraiment m'interpelle, c'est que toutes les pistes pour les incendies, n'importe où dans le monde, eh bien, elles sont inaccessibles aux véhicules. Or, chez nous, toutes ces pistes-là, elles sont totalement accessibles à la voiture et vous savez que la voiture aussi,
la pollution de la voiture, elle est vraiment, elle est vraiment nuisible. Donc il faudrait qu'il y ait une collaboration, un travail de collaboration entre justement ces petites entreprises-là et la direction de la gestion des forêts pour que tout le monde puisse être... qui ne veulent pas rentrer dans cette démarche, eh bien, désolé, mais qu'on ne puisse pas leur permettre ce pouvoir de nocivité. Parce que je répète, liberté et responsabilité. Alors du coup, juste pour savoir, votre spécialité, c'est quoi? Votre région de prédilection, hein, honnêtement, 41 wilayas, 42 là déjà. Vous les maîtrisez toutes? Pas toutes, mais vraiment, j'en ai visité beaucoup et puis j'y suis allé plusieurs fois. Moi, en fait, mon domaine, je commence un peu à l'évoquer, c'est la darologie. Parce que l'écologie, c'est vraiment un concept, on va dire, universel. Mais en Algérie, j'aimerais amener cette notion de, donc, éco, la maison, logis, le discours, l'étude. Et moi, je suis un darologiste. Ça veut dire que ma mission, la mission que je me suis donnée, c'est de rappeler aux Algériens que l'Algérie, c'est leur maison. C'est bien dit. Merci Karim Tedjili. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu. On reviendra, on se fait un petit débat sur les autorisations pour les groupes. Avec grand plaisir, un dialogue. Oui, un petit débat, un petit échange. Avec grand plaisir. Y a pas, vous défendez votre position et c'est très bien. Après, vous connaissez mieux le terrain que nous, donc vous êtes plus habilité et plus à même d'en parler que nous. Nous, on ne peut qu'apprécier, déprécier. Après, on ne donne pas forcément notre avis. C'est le vôtre qui est mis en avant. Merci Kenza Cham. Merci à vous. Alors, vous changerez les chaussures, hein? C'est un peu cheap. Ouais. Je sais pas, c'est pas on n'est pas non plus au printemps ni à l'été. Voilà. Donc du coup, votre sac, on le valide. Le coupe-vent sans pull, ça ne sert à rien. Le pantalon, ça passe bien. Et les bâtons, voilà. Et ben, évidemment. Merci encore, merci d'avoir été là. Vous revenez quand vous voulez avec Kenza ou sans. De toute manière, ce sera l'occasion peut-être de développer encore plus sur cela. C'est super en tout cas, ça donne envie. Merci. Merci à vous. Quant à nous, tiens, en parlant de randonnée, ça tombe très bien. Je ne sais pas si vous le savez, c'est Siam Kenouch qui en a fait une. Ah oui. À ce qui paraît, elle a été à Guelma. Elle a fait une randonnée à Guelma. Ouais. Et le problème, c'est qu'elle a ralenti le groupe et la nuit est tombée. Eh ben ouais, la Siam, je t'avais dit, c'était pas pour toi ce truc-là. Ben, ça tombe bien, on va suivre ce reportage et puis on se retrouve juste après pour parler du Cirque Amal. Il signe son grand retour le 12 février avec un spectacle pour enfants. Allons-y. Et du tourisme de campagne ont pris une nouvelle destination, la wilaya de Guelma, et plus exactement la localité de Bouhamdan, à une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya. Nous avons suivi un groupe de randonneurs qui, très tôt le matin, a quitté le village de Bouhamdan pour le point le plus culminant de la région, Hajar Chouef, dans la montagne de Bouharbid. La première halte fut Aïn Chouicha, une cascade au pied de la montagne de Taya, une eau limpide, claire et pure, qui nous a permis de souffler après 2 heures de marche. La région de Bouhamdan a un grand potentiel touristique. Dans cette région, nous avons des étangs, de belles forêts, des grottes à découvrir. Et puis, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle Aïn Chouicha. Il s'agit d'une cascade. L'eau est potable. Elle va jusqu'au village. Les gens boivent de cette eau. Aïn Chouicha est une zone agraire avec des grenades comme nulle part ailleurs. Nous avons continué notre randonnée pédestre. Il fallait arriver tout là-haut, dépasser les 1200 mètres, là où la neige perdure, sous les chênes, l'hêtre et le liège. La vue est imprenable, la nature luxuriante, et enfin, Hajar Chouef, une roche sur laquelle siège un ancien point de garde qui date de l'époque coloniale. De tout là-haut, une vue de 360 degrés, où 6 wilayas limitrophes de Guelma se dessinent aux horizons. Les randonneurs ont eu droit aussi à un barbecue avant de quitter la montagne, reprendre notre chemin et laisser les hauteurs au brouillard.
Voilà, c'était Siam Kenouch qui a fait une belle randonnée à Guelma et je vous rassure, c'était la petite blague du jour. Elle n'a pas ralenti le groupe, la nuit n'est pas tombée et elle a bien mangé par contre. Voilà, du coup, Siam Kenouch, on va retrouvera dès dimanche prochain. Quant à nous, ce matin, elle est avec nous. Isabelle Gillier, bonjour. Bonjour. Bon retour. Merci. Ça y est, on est de la même famille maintenant. Oh, ben, on Depuis le temps qu'on se connaît. Bah oui. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps le Fleury des Jots ici? Réellement de façon continue depuis 2006. Ouais, quand même. Hein. Ouais. C'est fou. Bah oui. Ouais. Vous partez chez vous des fois? Oui, mais on fait très peu d'interruptions de tournée en fait. Ah ouais. Hein. Parce que vous ne cessez votre tournée. Alors, on vous a peut-être peu vu à Alger ces derniers temps, mais vous avez fait Tipaza, Tissemsilt. Actuellement, vous êtes à Indefla. Exactement. Vous avez fait quelle ville aussi? On a fait Oran, on a fait toute la côte pendant l'été. Je suis sûr que vous connaissez mieux l'Algérie que les Algériens maintenant. Oh, oui, je pense, parce que là vraiment, je crois qu'on a fait, depuis 2006, je pense qu'on a dû parcourir environ 40 wilayas sur 48. Hein. À part les wilayas vraiment du sud, oui. Comme Adrar, c'est un peu compliqué d'y arriver. Voilà, c'est trop loin. Mais quand même, on est descendu jusqu'à Ouargla, pour l'est, pour l'ouest jusqu'à Béchar. Vraiment, on visite les petites et les grandes wilayas. C'est ça. Vous ne faites pas de distinguo entre les deux. Non, parce que vous savez, le cirque, il a quand même un rôle social. Je crois que les enfants, les familles ont envie de distraction. Ouais. Et il n'y a pas de raison de faire une différence entre quelqu'un qui habiterait dans un grand centre urbain et quelqu'un qui est dans une ville plus petite. C'est ça. Voilà. Et ça lutte aussi contre Zafrifi. Alors, je ne peux pas vous la traduire. Si, c'est l'exode rural. L'exode rural. Oui, parce que si l'ensemble des bonnes choses que l'on retrouve dans les grandes villes étaient aussi disponibles dans les petites villes, ça permettrait de rééquilibrer un peu. Il n'y aurait pas tout cet exode-là. Alors du coup, parlons-en un peu. On va parler du cirque Amal. Comment il va d'abord? Vous êtes combien aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? On est une quarantaine de personnes. Sans les animaux? Sans les animaux. Alors les animaux sont nombreux hein, aussi. Ouais. Je ne les ai pas recensés, mais on en a vraiment beaucoup. Depuis votre arrivée jusqu'à maintenant, il y a eu des naissances, il y a eu des... Oui, il y a eu des naissances, il y a eu des acquisitions, il y a eu des dons à des zoos. Algériens, on a toujours... Ah, il vous arrive de... Oui, on a toujours très bien collaboré avec la direction des eaux et forêts, la DGF, et on essaie, quand on a trop d'animaux, d'en faire bénéficier des eaux pour développer leurs animaux, pour des fois aussi régénérer le sang, parce qu'il ne faut pas aussi de consanguinité quand il y a des reproductions entre les espèces. Donc il y a un travail qui a été entrepris avec la DGF, et puis on a toujours très bien travaillé avec DGF et DSV. Vraiment, c'est deux entités qui fonctionnent bien. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, la question polémique. Bon, moi, elle ne m'excite pas trop, mais elle intéresse beaucoup. C'est ceux qui appellent à des cirques sans animaux. Vous répondez quoi? En tant que professionnel du métier, hein, pas en tant qu'écologiste farfelu. Non, je dis que je peux comprendre qu'on veille au bien-être des animaux, et c'est ce que nous employons à faire au Cirque Amar. Je crois qu'on est quand même très sérieux. Nos installations, alors... On pourrait dire on est en Algérie, c'est moins contrôlé, c'est pas vrai. Les services vétérinaires viennent sur chaque wilaya. Non, mais ça parlait pas de vous. Hein. Ouais. Ça parlait de... je vous parle à l'international. Oui, à l'international. Oui. Je veux dire que moi, je pense que quand on fait sérieusement son métier, alors si on parle de la France, je connais bien la France, il y a une législation qui est très sévère en France. Il y a déjà tout dans la loi pour contrôler les animaux. Vous savez, quand on a fait la Convention de Washington... pour la protection des espèces sauvages, c'était pas par rapport au cirque, c'est par rapport au trafic qu'il y a avec le braconnage, avec l'ivoire et des choses comme ça. Le cirque, c'est quelque chose de marginal, mais c'est une tradition. Et je crois que ce sont des gens de métier. Moi, je vois au Cirque Amar, Steve, qui n'a d'ailleurs pas pu aujourd'hui venir. On va expliquer pourquoi dans quelques instants. Pour ses fans, c'est un peu dommage. Il est l'héritier d'une tradition de plusieurs générations. C'est-à-dire qu'il a un savoir-faire avec les animaux exceptionnel. Et c'est pas quelqu'un qui n'aime pas ces animaux. On aime tous ces animaux. Ça. Il y a des reproductions. Vous me demandez s'il y a des reproductions. Oui, ça fait déjà 2 fois qu'on a notre couple de léopards qui donne naissance à des petits, notamment à une panthère noire. Parce que vous savez, quand ils sont noirs, ça devient des panthères en fait, mais ce sont des léopards. Et donc ça veut dire que les animaux se sentent bien, parce que pour qu'ils se reproduisent, les animaux, il faut qu'ils soient quand même dans un contexte favorable. C'est ça. Après, on a des animaux qui nous accompagnent jusqu'à la fin de leur vie. Quand on a un cheval qui est très âgé maintenant, mais il va toujours rester avec nous. Il est à la retraite quasiment au cirque, on le sort plus très souvent, mais l'affection qu'on lui porte et la reconnaissance aussi pour ce qu'il a apporté au cirque, elle est réelle. Les animaux et les gens du cirque, ça ne fait qu'un en réalité, ils ne font qu'un. Et ça dépend des cirques, quoi. C'est des cas par cas. Voilà. Alors du coup, un cirque sans animaux...
Ça marche pas. Alors du coup, Steve, on l'appelle Tony ou Steve? Oh, Steve, voilà, c'est pas mal. Et notre Steve national, parce que c'est devenu un Steve national, lui. Alors du coup, n'a pas pu être aujourd'hui avec nous. Exactement. Vous avez un spectacle aujourd'hui, parce qu'il faut rappeler que le cirque est à Eindefla actuellement. Exactement. Est à Eindefla. Vous donnez un spectacle, et il n'a pu être avec nous parce que les lions sont un peu énervés. Ils sont en chaleur, c'est ça? Ils sont en chaleur. C'est la période. Exactement. Donc, il n'a pas voulu se faire remplacer dans la cage parce qu'il trouve que c'est pas prudent. Donc, C'est quoi quand les lions sont en chaleur? C'est un comportement un peu plus agressif. C'est plus agressif. C'est-à-dire qu'il faut les maîtriser pour comprendre s'il y a un danger, etc. Et ça, c'est quelque chose qui c'est difficilement. On peut pas se transmettre aussi facilement. Je veux dire, lui, il connaît ses animaux, c'est lui qui les a dressés, donc il les connaît individuellement. Un rapport individuel avec chacun d'entre eux et avec tout le groupe. Donc, après Eindefla, vous partez où? À Alger. À Alger. Mais juste avant, à Eindefla, vous restez jusqu'à quand? Jusqu'au 9 février. Donc, spectacle tous les jours? Spectacle tous les jours, et puis c'est en plus un spectacle caritatif à l'initiative de la Wilaya. Donc, c'est des enfants, en fait, vous parliez d'exode rural, c'est des enfants qui viennent des provinces, des 36 petits villages qui composent la Wilaya d'Eindefla et qui ont été invités par Monsieur Louali à assister au spectacle. C'est super ça. Sinon, les spectacles, c'est combien de représentations par jour? Alors, en règle générale, c'est une par jour. Le week-end, c'est 2. Ça peut aller jusqu'à 3. En vacances scolaires, c'est 2 par jour. À quel moment on n'ouvre pas le cirque? Alors, on n'ouvre pas le cirque quand on est en voyage, quand on est en montage et quand on a des nécessités techniques de remise. Mais sinon, si vous prévoyez par exemple un spectacle aujourd'hui à 18h, qu'il n'y a que 2 personnes à l'accès, vous ouvrez quand même? Ouais, c'est très rare. Généralement. Non, je pose vraiment la question pour savoir un peu la vie des gens du quotidien. On annule très rarement. Généralement, si on annule, c'est pour des raisons climatiques. Le vent. Le vent, c'est dangereux. Il y a des normes internationales. C'est un chapiteau qui est prévu pour une résistance au vent de 100 km. Bon, s'il y a un moindre risque, évidemment, on ne le prend pas. La sécurité des personnes doit être privilégiée. Et quand on installe un cirque dans une ville, on dort où? Quand on travaille dans le cirque? On dort au cirque. Au cirque, hein? Voilà, on habite, c'est notre maison. Ah, c'est-à-dire vous avez vos containers maison? Exactement. D'accord. C'est-à-dire que c'est une vie en communauté. Et c'est une sorte de... Moi, j'ai toujours le cirque, c'est un village qui s'installe. C'est ça. Il y a une vie à l'intérieur du cirque, une vie sociale. Il y a parfois des fêtes, des anniversaires, parfois des repas en commun. Je vous donne un exemple sur quelque chose de très concret pour les Algériens. Mais quand il y a le Ramadan, nous avons beaucoup de collègues qui sont de confession musulmane. Donc on fait forcément un repas avec eux pour célébrer ça. On partage, chacun amène ce qu'il a fait. Voilà, c'est sympa. Alors du coup, vous êtes de retour à Alger le 12. Le 12 février. Ardis. Ardis, c'est bien nous. Cette fois, c'est vous. Cette fois, c'est nous. Il y a eu confusion l'année dernière. Oui, mais là, je pense que les gens vont nous reconnaître. Ils vont reconnaître la toile du chapiteau. Amar, quoi. Cirque Amar, voilà. Alors, du coup, du 12 jusqu'au 1er avril et j'espère jusqu'au 7 si les autorités nous laissent prolonger le séjour. Ouais, du 12 jusqu'au 7 avril. Ouais. C'est tous les jours? C'est tous les jours et pendant les vacances scolaires, il y aura 2 spectacles par jour. Donc en général, c'est 15h30 et 18h30 pendant les vacances scolaires et le week-end. Et la semaine, 18h30. Et là, on est en train de finaliser les procédures administratives. Donc voilà. Merci d'avoir été là. Merci Isabelle. À bientôt. Allez, bonne chance. Et à Eindefla, je vous le rappelle, jusqu'au 9 février prochain et à Alger de retour à partir du 12 jusqu'au 7 avril. Ciao camarades, à demain.